Bien. Bon donc bonjour à tous. Je suis très heureuse qu'on commence ce webinaire sur les disparités donc dans les évolutions de carrière selon le genre, qui est donc un webinaire porté par l'AIH et sur un sujet important. On va essayer de rapporter donc les chiffres, les chiffres en général et en hématologie, et puis des discussions sur les causes racines. Donc pour les participants, normalement vous n'avez pas accès au micro, mais vous pouvez partager vos commentaires dans questions-réponses ou dans le chat et on en discutera. Et donc pour ce webinaire, on a pas mal d'intervenants ce soir. Donc je vous laisse vous présenter. Donc moi je fais partie de l'AIH, Mathilde, et je vous laisse vous présenter. Elsa, vous voulez commencer? Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour cette initiative et on est ravis de participer. Je suis Elsa Manin, je suis neurologue à Paris et je suis secrétaire générale de l'association Donner des ailes à la santé qu'on va vous présenter. Et après, Caroline, si tu veux, ouais. Bonsoir à tous et toutes. Caroline Besson, moi, je suis PUPH en hématoclinique à l'hôpital de Versailles. Je suis ravie de participer à ce webinaire ce soir. Clémentine, ouais, je fais dans l'ordre de mes. Bonsoir, Clémentine Sarkozy, je suis médecin hématologue à l'Institut Curie. Ravie d'être là aussi ce soir. Après, moi, j'ai Géraldine qui apparaît. Bonjour à tous, Géraldine Pignot, je suis chirurgienne urologue à Marseille, à l'Institut Polycalmette. Je suis la présidente d'honneur de l'association Donner des ailes à la santé, dont on va parler un petit peu tout à l'heure. Et Benoît, j'ai aussi. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis jeune PUPH en hémato à Nantes. Donc, grande partie des échelons de carrière ne sont pas étrangères jusqu'à très récemment. Et Mathilde, ouais. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, moi je m'appelle Mathilde Seguin, du coup je fais aussi partie de l'association des internes en hémato, je suis interne en hématologie à Paris. Oui, parce que pour ce webinaire, on est accompagné donc de donner des ailes à la santé que je vous laisse présenter. Hop. Et on peut commencer donc avec vos slides. Ouais. Merci beaucoup. Donc, pour vous parler brièvement de Donner des ailes à la santé, c'est une association qui a maintenant 5 ans, qui a pour but principal de promouvoir l'égalité de genre dans le monde de la santé. Diapo suivante. C'est une association formée principalement de médecins et de directeurs et directrices d'hôpitaux, tous bénévoles, pour faire avancer la cause. Le constat est parti d'une inégalité au niveau des postes à responsabilité, d'une prévalence élevée des violences sexistes et sexuelles à l'hôpital et d'une volonté de faire bouger les lignes. Donc voici notre dernier bureau qui a été élu à notre dernier colloque qui a eu lieu en décembre dernier, qui abordait tous ces sujets. Diapo suivante. Alors le constat aujourd'hui, c'est la profession de médecine est une profession très féminine avec des chiffres qui vont entre 51 et 54% en fonction des spécialités, mais une profession qui reste très inégalitaire lorsqu'on monte dans les postes à responsabilité, avec les chiffres du CNG publiés l'an dernier sur les présidents de CME, on a quand même 16% qui sont des femmes en CHU, 33 en CH. Et on voit que les femmes sont souvent numéro 2 quand il y a des postes à responsabilité. Donc elles sont 57% des VPCME, 23% des chefs de pôle et 32% des chefs de service. Et c'est quelque part autour de 30% de PUPH, toutes spécialités confondues, à savoir qu'il y a des nuances en fonction des spécialités. Diapositive. Alors, un des leviers d'en donner des ailes, c'est de réaliser un baromètre. C'est une de nos actions phares qui est de chiffrer ces inégalités pour pouvoir proposer des solutions. Donc, c'est un baromètre qu'on tient depuis 5 ans aujourd'hui, qui prend en échantillonnage 500 médecins
hospitalier et, qui évalue toutes les notions d'égalité, de violence sexiste et sexuelle, de maternité, de freins en lien avec la carrière, et qu'on réalise avec Ipsos. Donc, le prochain baromètre va paraître au début du mois de juin. Diapo suivante. Je vous ai mis des chiffres, pardon, du baromètre de 2023 parce que ce sont des chiffres les plus parlants et je pense que vous avez vu circuler ces chiffres. On est 8 femmes sur 10 à avoir verbalisé, à avoir été discriminées pendant leur carrière, pendant tout leur parcours médical. Donc 82% des femmes. C'est un chiffre qui reste pratiquement stable sur les 5 éditions du baromètre. Et la moitié de ces femmes disent avoir été énormément dans leur parcours. Diapo suivante. Alors, un des freins perçus principalement, c'est la vie familiale, c'est la maternité qui est encore portée de façon assez importante au niveau de la carrière par les femmes. Mais il y a d'autres freins et Géraldine les abordera tout à l'heure. Et donc, c'est perçu toujours et c'est porté toujours, en tout cas, par la femme et ça impacte donc l'évolution de la carrière. Comme vous savez, on fait des enfants à l'âge où on veut commencer à faire de la recherche et à l'âge où on se lance dans des tests de sciences, etc. Diapo suivante, s'il vous plaît. Deuxième chiffre très marquant de ce baromètre, qui est à peu près 8 sur 10 aussi, 8 femmes sur 10, de femmes médecins qui disent avoir été victimes de comportements sexistes ou à caractère sexuel au cours de leur carrière. J'y reviendrai tout à l'heure parce que sur le baromètre 2024, donc diapo suivante, on a essayé d'affiner certains chiffres et d'aller un peu plus loin dans notre constat. On a essayé de répartir notre échantillonnage de questions sur la satisfaction au travail, sur les postes à responsabilité, où on voit que de plus en plus de jeunes médecins sont désintéressés par les postes à responsabilité de par plusieurs facteurs. L'égalité en est un, mais il y a aussi l'équilibre vie pro, vie perso et d'autres éléments qui n'entrent pas aujourd'hui dans ce qu'on va discuter. Mais il y a un désintérêt croissant plus chez les femmes que chez les hommes, en tout cas pour les postes à responsabilité. Enfin, il y a la discrimination en lien avec la parentalité. Je vous en ai touché un mot par rapport à cette charge familiale qui est portée toujours par la femme sur la carrière. Et enfin, les violences sexistes et sexuelles. Alors, une particularité du baromètre 2024, c'est qu'on a voulu regarder sur l'année. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, sur toute une carrière, c'est quelque chose d'ancien, ça n'existe plus, etc. Eh bien, on a voulu regarder ce qui se passait en 2023, donc avant le MeToo hôpital. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les discriminations en lien avec la parentalité existent quand même. Les femmes choisissent leur projet de grossesse en fonction de leur carrière et en fonction des tensions de leur service, etc. Chose qui n'existe nulle part ailleurs dans les professions avec qui on a pu échanger. Diapo suivante. Donc, une femme sur deux, presque, a retardé son projet de grossesse pour des raisons professionnelles. Et 1 sur 4 a été incitée par son supérieur à ne pas prendre de congé maternité ou parentalité sur une période donnée. C'est-à-dire, c'était si tu veux faire ton clinica dans cet établissement, il faut que tu me dises que tu ne tomberas pas enceinte. C'est des verbatims de ce type-là. Diapo suivante. 9 femmes sur 10 ont culpabilisé en prenant leur congé maternité. Et donc, il y a eu un impact quand même sur... en ayant peur d'avoir un impact sur leur parcours, qu'il soit parcours hospitalier, parcours de recherche ou mixte. Diapo suivante. Et enfin, sur les violences sexistes et sexuelles, comme je vous disais, on a voulu regarder ce qui se passait l'année d'avant pour essayer de voir un petit peu si c'était vraiment une culture qui avait été éradiquée ou pas. Et on se rend compte qu'en fait, le sexisme existait toujours à l'hôpital. On a eu des verbatims qui sont assez violents et des gens qui ont rapporté même parfois des comportements sexistes allant jusqu'au viol. Et, diapo suivante, 39% des femmes ont déjà été victimes d'agressions sexistes ou sexuelles pendant l'année 2023. Donc, ce sont des comportements qui existent encore et qui existent de façon
très fréquentes. Ensuite, et ce ne sont pas que les femmes qui le rapportent. 56% des hommes, donc un homme sur deux, a eu connaissance de comportements sexistes en 2023. Hein. Donc c'est quelque chose que les femmes subissent et rapportent et que dont les hommes sont témoins. Diapo suivante. Et un problème qui reste assez important, et c'est ce qu'on va essayer de voir aussi, on va essayer de voir un petit peu en 2025 si le MeToo Hôpital a eu un impact sur l'Omerta, parce que très très peu de femmes vont dénoncer ces comportements, et on voit ici que 4% seulement des femmes interrogées ont dénoncé à la hiérarchie, 4% seulement en ont parlé au sein de l'hôpital, et 30% à des collègues. Donc on a quand même que 36% des femmes victimes qui en ont parlé, ce qui est très 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 peu, et les hommes en parlent aussi très peu. Donc, dénoncer reste quand même une démarche qui est très peu faite dans le cadre de violence. Et un chiffre très alarmant aussi, c'est que 35% des femmes, donc une femme sur trois, victimes de violences sexistes ou sexuelles, n'en a parlé à personne. Diapo suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans Donner des ailes après ce constat? Eh bien, on a des actions qui sont plurimodales et à différentes échelles. La première, c'est sensibiliser, c'est premièrement chiffrer avec ce baromètre, mais c'est aussi former avec des ateliers, participer à des ateliers comme le vôtre pour former, pour sensibiliser à cette question-là et aussi pour montrer qu'en fait, il y a des démarches qu'on peut faire pour avancer. Pour ce qui est de la démarche égalité, et ce qui nous intéressera ici aussi, c'est l'égalité d'accès aux postes à responsabilité et l'égalité des chances dans les carrières, eh bien, on œuvre à différents niveaux. Il y a le niveau des établissements, donc on s'engage avec les établissements de santé à leur donner ces éléments pour faire avancer l'égalité. On a une centaine d'établissements qui ont déjà signé une charte égalitaire qui les incite à, premièrement, regarder un peu dans leur poste à responsabilité quelle est la part des femmes, à nommer des femmes au poste à responsabilité, à aller les chercher aussi. Géraldine reviendra sur ces éléments d'égalité. Ensuite, fédérer les acteurs. On essaye de fédérer autour de cette cause un maximum d'acteurs. Comme je disais, on est des directeurs et des médecins. Cette année, on s'ouvre aussi aux paramédicaux avec une branche qui est dédiée aux paramédicaux. Le monde de la santé ne fonctionne pas que par des directeurs et des médecins. On s'ouvre également aux étudiants et aux internes. On va prochainement signer un partenariat avec, entre autres, l'ISNI pour essayer d'inclure cette notion d'égalité dans la démarche auprès des internes. On est partenaire avec l'ANIMF pour essayer de sensibiliser également et de porter les sujets de l'égalité auprès des plus jeunes. Et on a une casquette aussi avec les institutions, on est partenaire avec les DGOS, prochainement partenaire avec le ministère de la Santé. On a été auditionné pour plusieurs lois, dont la loi de juillet 2023 pour l'accès des femmes aux postes à responsabilité dans le milieu de la santé. Et enfin, on collabore avec un collectif de professionnels de tous les milieux pour essayer d'apprendre les uns des autres ce qui est fait ailleurs, ce qu'on peut mettre dans la santé, regarder un petit peu ce qui se fait dans les autres corps de métier pour essayer de l'adapter au milieu hospitalier. Et bien évidemment, on cherche à pousser les femmes à accéder à ces postes à responsabilité avec un programme de mentorat qu'on a lancé l'année dernière et qui est très prisé actuellement. Et donc, c'est un accompagnement pour donner les clés sociales, les clés vers l'accès au poste à responsabilité à des femmes qui souhaitent avancer dans leur carrière. Diapo suivante. Donc voilà, un échantillon des établissements signataires. Ça peut être les établissements les très grands comme l'AP-HP par exemple, qui compte une quarantaine d'établissements et 100 000 professionnels, à des établissements tout petits qui souhaitent mettre en place une démarche. L'idée, c'est de fédérer un maximum et on a plus de 100 établissements signataires à ce jour. Donc voilà ce que je disais, l'accompagnement des établissements, c'est lutter contre les discriminations, favoriser l'égalité au sein de l'établissement et donc favoriser l'accès aux postes à responsabilité au sein de l'établissement. En 2025, ce qu'on prévoit de faire et ce qu'on fait actuellement, c'est déjà continuer la collaboration avec tous les acteurs, dont les tutelles de la santé, qui sont le CNG,
la Fédération des hôpitaux de France, la DGOS, les ministères, et participer à la rédaction de lois en faveur de l'égalité. Accompagner sur le territoire les établissements, être près du terrain pour chacun à son échelle, qu'on puisse faire avancer la cause. Les ateliers qu'on met sur notre site qui sont gratuits, qui permettent aussi de se sensibiliser à ces questions-là. Le programme du mentorat dont je vous ai parlé, pour lequel on est financé par le Fonds de l'égalité professionnelle, le Fonds à l'égalité professionnelle. Et enfin, l'action collective avec tous les acteurs du terrain pour faire avancer l'égalité, tout domaine confondu. Diapo suivante. Alors, on a beaucoup de partenaires. On a beaucoup de partenaires territoriaux comme les ARS qui nous subventionnent pas mal. Je parle surtout de l'ARS Grand Est, par exemple, mais Bourgogne-Franche-Comté, Normandie, etc. Enfin, ils vont prochainement signer. On a des partenaires qui se sont engagés auprès de nous, comme le Centre national de gestion, l'Association des directeurs, la Fédération des hôpitaux de France, un conseil départemental de l'ordre. On est encore en discussion avec le conseil national, Unicancer pour les CLCC. Et on essaye aussi de fédérer, comme je vous ai dit, des collectifs et des associations d'étudiants et de personnes qui parlent et qui s'engagent pour l'égalité. Je pense avoir fini la présentation de Donner des ailes. Super, merci beaucoup. Ouais, parfait. Est-ce que vous voulez qu'on enchaîne sur les différentes présentations ou on peut peut-être que Caroline, tu peux continuer à ce moment-là, Oui, le chiffre en hémato? oui. Merci beaucoup, Elsa, pour donner des ailes. Moi, je vous avais entendu à la conférence des doyens avec Géraldine et j'avais trouvé votre association très intéressante. Alors, je vous présente des diapositives qui proviennent de Valérie Hugo, qui les a présentées au Collège des hématologues en janvier de cette année. Et elle est la coordinatrice du CNU d'hématologie. Et donc, elle a fait un bilan de 2007 à 2024 des nominations de MCUPH et de PUPH qui passent toutes donc par le CNU. Et donc, bonjour Marc. Et Marc était le président du collège d'hématologie, justement, au cours de laquelle cette présentation a été faite. Donc, entre 2007 et 2024, il y a eu 104 PUPH nommés et 100 MCUPH nommés. La distribution homme-femme est celle que vous voyez sur cette diapositive, avec une relative égalité entre les hommes et les femmes pour les nominations des MCUPH, mais un gros quart de femmes nommées PUPH pour deux bons tiers d'hommes nommés pendant cette période. La suivante. Alors ici, c'est une diapositive un peu chargée. Vous avez à gauche les nominations de MCUPH dans cette période, de 2007 à 2024, et à droite, les nominations de PUPH. Et les barres rouges correspondent aux femmes et les bleus aux hommes. Et on peut voir, j'ai comparé juste les 3 premières années aux 3 dernières années pour chacun des deux groupes. Donc on peut voir qu'il y a une majorité de femmes nommées dans la toute première période 2007-2009, 68%, et elles sont 53% entre 2022 et 2024. Et en ce qui concerne les PUPH, en 2007, 2008, 2009, il n'y avait que 12% de femmes nommées et elles étaient un peu plus nombreuses en 2022, 23, 24 et représentaient 29% des nominations. Donc, on peut voir que pour être nommé MCUPH, mais il n'y a pas de frein pour les femmes. Elles représentent la moitié de l'effectif. Par contre, pour être nommé PUPH, eh bien, on voit que c'est plus difficile pour les femmes, même s'il y a une augmentation de la part des femmes ces toutes dernières années. Elles restent quand même largement minoritaires en hématologie à ce poste. La suivante. Alors ici, vous avez la distribution homme-femme
des nommés MCUPH en fonction de leur âge. Donc, vous voyez les âges de nomination en bas, qui vont de 32 à 42 ans, je pense. Et la médiane de nomination pour les hommes et les femmes, elle est identique comme MCUPH, c'est 36 ans. Après, quand on regarde la diapositive suivante, qui est la même chose pour les PUPH, et bien, vous voyez que les hommes sont nommés majoritairement PUPH à 40 ans en médiane, alors que les femmes sont nommées à 45 ans. Donc, non seulement il y a beaucoup moins de femmes nommées, hein, vous voyez l'échelle, une unité, c'est une nomination, et les femmes sont nommées plus tard que les hommes, nettement, avec 5 ans d'écart, qui peut s'expliquer par les maternités, évidemment, euh, et qui nécessite une discussion entre nous après cette présentation. La suivante. Voilà, donc tu peux revenir à la précédente, juste avant que je passe la parole à Marc. Donc voilà, et en ce qui me concerne, comme moi je suis PUPH, et ben, j'ai été nommée exactement comme la diapo, 35 ans comme MCUPH et 45 ans comme PUPH. Donc je pourrais témoigner, je représente la norme pour la carrière hospitalo-universitaire. Voilà, ben, Marc, je te passe la parole. Merci beaucoup, Caroline, et bienvenue. Monsieur Marc Méladier, est-ce que vous voulez vous présenter parce qu'on avait fait un petit tour de table au début? Bonsoir à tous, je suis désolé de mon retard, mais j'avais un comité pédagogique qui était plus long que prévu. Donc, je suis Marc Ménadier, je suis professeur d'hématologie et doyen de l'UFR des sciences de santé de Dijon. À ce titre, donc, je siège à la conférence des doyens et je suis membre du bureau depuis quelques années de cette conférence. Et le sujet que vous abordez ce soir est très intéressant. Avant de venir à ce qui est sur la diapo, là, je voudrais juste compléter ce qu'a dit Caroline. Tous les ans, on reçoit un bilan social, entre guillemets, du corps des hospitalo-universitaires. Et sur celui de fin 2024, là, les femmes chez les MCUPH, toutes disciplines confondues, représentaient 51,3% et les hommes 48,7% des MCUPH. En revanche, chez les PUPH, les femmes n'étaient que plus que 25,6% et les hommes 74,4%. Donc vous voyez que là, il y a encore du travail à faire. Ceci dit, il y a une amélioration au fil du temps parce qu'on voit que la proportion de femmes qui gravit les échelons de la carrière hospitalo-universitaire augmente tous les ans et c'est une bonne nouvelle. Euh, à la conférence des doyens, nous avons été très, très, très majoritairement masculins jusqu'à cette année. Et cette année, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de fins de mandat de certains d'entre nous, et en particulier celui de la présidence de la conférence des doyens. Et pour la première fois, nous avons une femme, qui est le professeur Isabelle Lafont de Montpellier. Donc, c'est la première femme à être présidente de la conférence des doyens de faculté de médecine en France. Et là aussi, c'est un bon signe. Et elle a constitué un bureau qui, vous voyez, sur 9 personnes, compte 5 femmes. Donc la féminisation est en marche, c'est là aussi une bonne nouvelle. Et tout ça, ça a été possible, en particulier parce que avec les élections pour le remplacement des doyens qui avaient terminé leur mandat, eh bien, on a vu arriver 11 femmes alors qu'elles n'étaient que 3. Donc c'est vraiment un changement et c'est très positif. En tout cas, c'est toujours plus sympathique. Voilà. Alors peut-être que je peux en profiter pour vous faire un retour sur ma perception de doyen de de la difficulté des femmes à accéder au poste de responsabilité hospitalo-universitaire. Euh, Très clairement, je trouve que les femmes sont globalement moins nombreuses à poursuivre le chemin. Euh, Elles sont arrêtées, mais je pense que vous l'avez dit, par la plupart du temps la maternité qui interrompt le parcours.
La difficulté de la mobilité se pose aussi, parce que ça ne se fait pas de la même façon que pour un homme. Et ensuite, en revanche, ce que je note, c'est que celles comment dirais-je, celles qui y arrivent, ont fait preuve de beaucoup plus de ténacité et de mordant. Ce sont en général des gens très brillants et qui se sont accrochés, qui défendent leur parcours et qui réussissent, ma foi, fort bien. Donc, euh, je veux dire que euh, quand une femme décide de se lancer dans cette aventure, euh, en tout cas, nous, on essaie de tout mettre en œuvre pour lui faciliter les choses, pour que ça soit plus simple, pour que on prenne en compte un certain nombre d'éléments. D'ailleurs, on a obtenu, alors pas que nous, mais en particulier, mais nous aussi, les doyens, la modification des statuts hospitalo-universitaires qui évite que quand on a une grossesse et un congé maternité, on soit obligé d'allonger son clinicat, qu'on ne prenne pas en compte cette période de la vie dans la carrière, etc., etc. Donc, il y a des améliorations qui ont été notables dans les 2 ou 3 dernières années. Donc, c'est un élément positif. Mais c'est certain que le combat n'est pas terminé et que c'est quelque chose de tous les jours. Ne plus entendre «Ah, tu es enceinte». Bon, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, voilà. Non, mais ça, je pense que euh, c'est quelque chose qui petit à petit va rentrer dans les mœurs au fur et à mesure, de toute façon. Voilà, merci. Merci Marc. Merci beaucoup de votre témoignage, enfin de votre expertise sur ce sujet. Et ben justement, ça peut permettre de faire la transition avec Géraldine Pignot qui va nous parler un peu des causes sociologiques, enfin du point de vue sociologique des différentes de chiffres qu'on vient de voir sur ces postes à responsabilité. Alors oui, merci beaucoup. Effectivement, moi je suis toujours un petit peu moins optimiste parce que on va parler un petit peu sur la diapo suivante de ce qui bloque souvent, et ce qui bloque souvent malheureusement, ce sont des stéréotypes de genre, des biais inconscients qui peuvent survenir à différents moments du parcours. Vous voyez, là, c'est encore les données du baromètre de données des ailes à la santé où on a posé la question des stéréotypes de genre aux femmes et aux hommes. Et vous voyez, ce qui ressort et qui est assez édifiant, c'est la première phrase. Il est plus difficile pour une femme que pour un homme d'avoir une carrière réussie à l'hôpital car elle doit accepter de sacrifier en partie sa vie de famille. Ils sont 72% des médecins à penser ça et 80% des femmes. Donc, vous voyez déjà la conception de dire, pour réussir dans sa carrière, il va falloir sacrifier sa vie de famille. Et le fait de ne pas pouvoir mener les deux de front, qui ressort tout de suite comme un stéréotype qui est quand même très important, puisqu'il n'y a pas de raison que les femmes, plus que les hommes, aient des difficultés à mener les deux. Ce qui ressort également un petit peu plus bas, je crois qu'il y a des petites flèches, Mathilde, si tu appuies sur les animations. La deuxième flèche que je vous ai un petit peu montrée, c'est que dans le milieu hospitalier comme dans d'autres, les hommes sont naturellement plus ambitieux que les femmes. Et bien, regardez bien, une femme sur deux pense que c'est vrai que les hommes sont naturellement plus ambitieux que les femmes. Un petit peu comme s'il y avait un gène de l'ambition, ou qu'en tout cas, quand on était un homme, on avait le droit d'être ambitieux, mais pas forcément quand on était une femme, et on va y revenir. Ça, ce sont des stéréotypes qui sont liés à des biais inconscients du fait du développement sociétal, du fait de beaucoup de biais qui sont imposés aux femmes depuis l'enfance et qui font qu'effectivement, l'ambition chez une femme est toujours perçue plus négativement que chez un homme. Et puis, je vous épargne la petite dernière phrase. En règle générale, les femmes ont moins de capacité de résistance physique et psychologique que les hommes, ce qui explique en partie qu'elles aient moins de postes à responsabilité au sein de l'hôpital. 22% des hommes disent oui, c'est vrai. Donc, vous voyez qu'on on part de loin. Sur la diapo suivante, ce qui se passe avec les femmes, c'est que bien souvent, on va mettre une exigence supérieure à l'égard des femmes pour réussir. Et effectivement, on l'a dit à demi-mot juste avant, ces femmes, elles sont très tenaces. Pourquoi elles sont très tenaces? Parce qu'effectivement, on leur demande beaucoup et on se retrouve finalement à hyper sélectionner sur les postes à responsabilité ce qu'on appelle les superwomen, c'est-à-dire celles qui sont inépuisables, qui ont tout réussi,
mais finalement celles auxquelles on ne s'identifie pas vraiment. C'est le mythe de tout réussir, la peine d'être infaillible et en plus de ça, de devoir s'adapter à un modèle très masculin, ce qu'on appelle le covering. Alors le covering, c'est quoi? C'est un terme américain, mais qui veut dire que on va prendre les codes des hommes pour être accepté dans un milieu masculin. C'est-à-dire qu'on va s'habiller plutôt en pantalon qu'en jupe pour pas trop se faire remarquer, pas trop se maquiller, pas dire des trucs de filles pour être plutôt voilà, dans les codes du milieu masculin. Et ça, malheureusement, ça entretient un petit peu le mythe que les femmes vont être peu nombreuses à pouvoir infiltrer ces milieux qui restent encore majoritairement masculins. Je vous ai mis une petite citation de Simone Veil qui disait: ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte à m'adapter au modèle masculin. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et effectivement, l'idée, c'est de garder ces caractéristiques de femme pour pouvoir accéder à nos postes à responsabilité, voilà, sans se fourvoyer, sans faire ce covering qu'on a tendance tout à faire. Sur la diapo suivante, je vous ai mis que, et ça c'est vrai, souvent quand les femmes réussissent, elles sont jugées plus dures que les hommes. On dit souvent que c'est des dragons ou des bulldozers, parfois elles sont traitées d'hystériques. Et puis, on leur reproche justement de ne pas rester féminines. Donc, elles sont non seulement censées faire la même chose que les hommes, mais en plus, il faudrait qu'elles puissent apporter dans les sphères de pouvoir quelque chose d'un peu féminin, de la douceur, de l'empathie, un sourire, ce qu'on ne demandera jamais aux hommes. Donc, on va demander encore plus aux femmes sur ce côté, voilà, être brillante et en plus réussir à rester féminine. Diapo suivante, je vous ai parlé du syndrome de l'imposteur. Alors pourquoi? Parce que le syndrome de l'imposteur, c'est très important de le connaître, notamment au début des études. On peut mettre l'animation suivante. Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est un sentiment d'illégitimité qui est très, très marqué chez les femmes. Ce sont des femmes qui ont réussi et qui vont vous dire, et vous allez l'entendre tous les jours à partir de maintenant quand vous saurez ce que c'est que le syndrome de l'imposteur, elles vont vous dire: si j'ai réussi, c'est parce que j'ai eu de la chance. Si j'ai réussi, c'est parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. C'est parce que je suis arrivée au bon endroit, au bon moment. On m'a beaucoup aidé, mais elles vont jamais vous dire: si j'ai réussi, c'est parce que je suis hyper compétente. Et donc, c'est ça le syndrome de l'imposteur. C'est un sentiment d'illégitimité qui va faire que les femmes vont toujours finalement dévaloriser un petit peu leurs compétences pour mettre en avant d'autres éléments de réussite, un peu comme si cette réussite n'était pas méritée. Je vous ai mis une petite référence d'un article qui a été publié. Donc ça, c'est pour les urologues. Pour les urologues, vous voyez que le syndrome de l'imposteur a été évalué. C'est 71% des urologues qui sont touchés par le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est beaucoup pour une spécialité chirurgicale, mais c'était beaucoup plus fréquent chez les femmes et c'est également plus marqué en termes d'intensité chez les femmes. Diapo suivante. Alors justement, comment est-ce qu'on peut faire changer les comportements? Alors il faut quand même bien se dire que les femmes sont conditionnées depuis l'enfance sur ces stéréotypes, hein, et que depuis l'enfance, on demande aux femmes d'être obéissantes, de ne pas couper la parole, d'être gentilles et de bien faire le travail. Alors qu'un homme qui coupe la parole, qui est un petit peu turbulent, c'est normal, c'est un garçon, on va plus facilement lui autoriser ce genre de comportement. Donc il faut arriver à lutter chez les femmes contre la peur de l'échec, mais aussi contre la peur de la réussite. Souvent, les femmes ont peur de réussite parce que pour elles, la réussite, c'est un mot péjoratif. L'ambition est un mot péjoratif qui est synonyme d'arrivisme pour une femme. Et souvent, on va dire: elle a réussi, mais elle a renoncé à sa vie de famille. Elle a réussi, mais comment s'occupe-t-elle de ses enfants à côté? Donc, il y a toujours une forme de culpabilité qui est mise en avant pour les femmes. Sur la diapo suivante, l'objectif, effectivement, c'est de travailler sur les soft skills, c'est-à-dire de faire en sorte que les femmes s'acceptent avec leurs qualités et leurs défauts et qu'elles soient capables, effectivement, de capitaliser sur leurs forces parce qu'elles ont, effectivement, ce qu'on appelle des soft skills. Alors, les soft skills, ça veut dire des outils doux, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont pouvoir utiliser d'autres mécanismes de réussite que ceux des hommes. Diapo suivante. Je vous parle du syndrome de la tiare. Alors, oui, on peut passer la petite citation de Simone Veil. Le syndrome de la tiare, c'est hyper important. C'est que, comme je vous l'ai dit, les femmes étant conditionnées depuis l'enfance, on attend souvent, parce qu'on a fait le travail correctement et parce qu'on estime être méritante, on attend qu'on vienne nous poser la couronne sur la tête, parce qu'on a bien fait les choses. Et on est dans cette illusion méritocratique. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le monde n'est pas un monde de méritocratie. Et aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on mérite, mais on a ce qu'on réclame. Et donc, il faut que les femmes sachent réclamer. Si elles attendent, eh bien, les postes à responsabilité ne viendront pas à eux. Il faut savoir aller les réclamer. Et vous voyez, ça, c'est une enquête à droite chez Hewlett Packard où on a regardé
quand on avait une fiche de poste, une fiche de mission, à combien de pourcentage de critères les femmes et les hommes postulaient? Eh bien, les femmes, elles se portent candidates à une nouvelle position, et notamment une position à responsabilité, quand elles réunissent 100% des critères. Là où les hommes se contentent de 60% des critères en se disant, bah, les 40% restants, j'apprendrai sur le terrain. Les femmes n'iront pas si elles n'ont pas 100% des critères, c'est-à-dire qu'elles se mettent à un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé que celui des hommes. Diapo suivante. Globalement, il faut travailler effectivement sur les chaînes que se mettent les femmes et notamment sur lutter contre le mythe de tout réussir. Ce que dit Sheryl Sandberg, qui est quand même la numéro 2 de Facebook, c'est que l'ennemi des femmes, c'est la perfection et qu'il vaut mieux faire que faire de manière parfaite. Et donc, effectivement, il ne faut pas hésiter à se positionner en disant, moi, je pense que j'ai quelques compétences pour ça. Je ne suis peut-être pas la meilleure candidate, mais j'ai envie de le faire. Et de ne pas hésiter à réclamer, effectivement, plutôt que d'essayer d'être parfaite sur ce qu'on fait. La deuxième citation que je vous ai mise, c'est effectivement Simone de Beauvoir qui dit que les femmes se forgent à elles-mêmes les chaînes dont l'homme ne souhaite pas les charger. C'est-à-dire que bien souvent, et les hommes ne peuvent rien contre ça, nous sommes dans ces biais et dans ces stéréotypes de genre depuis l'enfance et nous entretenons ces mécanismes-là. Donc on est un petit peu coupable également de ces situations-là. Est-ce que les quotas peuvent améliorer les choses? Alors ça, c'est la grande question. Vous savez que les quotas, ça fait un peu hérisser le poil de tout le monde. Les hommes qui ont l'impression qu'on leur retire quelque chose et qu'il va y avoir de la discrimination positive. Les femmes qui ont l'impression qu'on va effectivement nommer des femmes parce qu'elles sont des femmes et pas parce qu'elles sont compétentes. Ce que disait Edith Cresson, c'est que imposer des quotas, elle avait toujours trouvé ça très humiliant, mais il n'y a pas d'autre méthode tant qu'on ne se résoudra pas à juger les politiciens sur leurs résultats plutôt que sur leur apparence et leur discours. Donc pour Edith Cresson, ces quotas, c'est simplement le fait de remettre de la méritocratie sur des biais aujourd'hui très importants sur l'accès aux postes à responsabilité. Et Françoise Giroud disait, la femme sera vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente, puisqu'effectivement, on a assez peu de femmes incompétentes au poste à responsabilité. On a effectivement beaucoup de superwoman, mais on aimerait aussi avoir des femmes un petit peu plus standards qui réussissent et qui peuvent aussi concilier une vie de famille. Et effectivement, l'importance des rôles modèles est très, très important en médecine, de pouvoir se référer à certaines figures, à certaines PU femmes, en se disant, j'ai envie de ressembler à cette personne-là, elle a réussi, et donc c'est faisable, et je vais pouvoir me projeter là-dessus. Voilà, je crois que j'avais fini sur ce qui était des causes sociologiques un petit peu sous-jacentes et on peut en discuter si vous le souhaitez. Super, bah, merci beaucoup. Très intéressant d'avoir ce point de vue-là et ces pistes d'explication. Bah, très bien. Est-ce que vous voulez peut-être, Clémentine et Benoît, partager un peu votre expérience? Ouais. Mm. Ouais, bonjour Benoît, tu veux commencer? Bonjour enfin rebonjour à tous, désolé pour la voix ce soir et merci pour toutes ces données. Et je voulais commenter un petit peu en donnant des données aussi un petit peu à l'international. Je fais partie d'une association qui s'appelle Women in Pharma, qui existe maintenant depuis plus de 5 ans, qui a été fondée par Judith Trottmann, qui est une hématologue qui travaille dans le domaine du lympho, mais elle a fondé cette association en fait en revenant d'un congrès connu dans notre milieu, le congrès de Lugano, où il y avait quasiment que des chairs qui étaient des hommes, et c'était à une proportion d'environ 10% de femmes pour 90% d'hommes. Donc petit à petit, elle a réussi à fonder ce réseau où maintenant il y a plus de 200 membres et on est une vingtaine à faire partie du steering committee. Et un petit peu plus récemment, justement, il y a une enquête qui a été qui a été lancée et qui sera rapportée à l'ASCO et également à l'EHA et probablement à Lugano. Et c'est Florence Brousset aussi qui a porté ça en France. Les questions ont été posées à l'international et en gros, on obtient à peu près les mêmes chiffres avec des disparités qui sont même plus importantes en Europe que par rapport aux US ou au reste du monde, avec en hématologie, donc 61% de femmes qui représentent la force active, donc les médecins, mais 72% des chefs de service qui sont des hommes. Donc, on retrouve à peu près les mêmes disparités. Quand on regarde effectivement les perceptions, on retrouve aussi les mêmes problématiques avec une perception qui est complètement biaisée entre l'homme et la femme sur les causes qu'il peut y avoir derrière et surtout sur le vécu qu'il y a avec un vécu qui n'est plus, euh,
nettement plus significatif du côté des femmes, avec l'impression pour la moitié des hommes que les femmes ont à peu près le même niveau de reconnaissance durant leur carrière. Alors, ce qu'il y avait de rigolo, c'est que les hommes reconnaissaient le fait qu'il y avait enfin, qu'il fallait travailler sur cette disparité du genre, comme quoi, comme s'il fallait dire oui, effectivement, il faut travailler dessus. Mais après, quand on creuse un petit peu sur, d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire et est-ce que vraiment c'est que de la perception? Là, en fait, il y a la majorité qui disait, en fait, c'est une perception féminine et la première cause restait effectivement la vie de famille, quoi. Donc voilà, effectivement, encore du travail, aussi bien au niveau de la médecine, les mathos et de la médecine, mais au niveau sociétal, parce que les biais, ça dépasse très, très largement la sphère médicale, et c'est pour ça que c'est compliqué, quoi. Je pense que dans nos familles, on a ces biais-là et on comprend parfaitement pourquoi on arrive à ces chiffres-là. Ouais, moi, je vais compléter ce que tu dis, Clémentine. Alors, il se trouve que dans la vie de tous les jours, je parle surtout avec des femmes universitaires ou en phase de lettres qu'avec des hommes universitaires. Euh, l'impression qu'on partage certaines choses de la même façon. En particulier, je te rejoins sur la dernière phrase sur l'évolution de la société. On voit bien, vous disiez au début, dans la présentation de Donner des ailes, la diminution de l'attrait de ce type de carrière qui est vrai pour les hommes et pour les femmes et qui est probablement aussi le reflet d'une diminution de l'investissement qu'on a envie peut-être de passer dans nos métiers euh, et a fortiori dans certaines carrières hospitalo-universitaires. Et régulièrement, quand on se regarde et il y a toujours des gens qui sont super brillants. Alors, il y a les superwomen, mais il y a aussi quelques superman qui sont euh, savent tout, quoi, très fort et ils travaillent nuit et jour et sait pas quand sont leurs heures de sommeil. Et l'impression, moi, que j'ai en parlant avec des gens de ma génération, c'est que quand même, on ne se voit pas devenir ces gens-là, puisque on a une espèce de, je sais pas si il y a une génération ou autre, mais une sorte de réserve sur l'investissement. Et ça, je trouve que c'est une ouverture assez importante sur la possibilité qu'on va avoir d'intégrer ces carrières et de partager les charges universitaires de façon assez égale entre les hommes et les femmes, à avoir des aspirations qui font cohabiter la vie de famille et la vie professionnelle. Et en particulier cette histoire de vie familiale, c'est, euh, j'ai l'impression, mais j'ai probablement faux, je dois avoir des biais comme tout le monde, j'ai l'impression d'en partager beaucoup, beaucoup avec mon épouse et avec les enfants qui sont en train de hurler dans la pièce d'à côté. Je sens que c'est difficile là. Mais j'ai l'impression que même si c'est pas tout rose et que toutes les difficultés actuelles vont pas s'aplanir du jour au lendemain, j'ai quand même le sentiment que euh, à l'heure actuelle, en tout cas en France, le schéma de la famille change et que ça permet, mine de rien, de se dégager chacun un peu plus de temps. euh, et que cette charge parentale, moi, je l'ai senti, je peux pas dire autant qu'une femme, parce que je me rends pas compte exactement de ce que ça veut dire, mais en tout cas, je l'ai senti très fortement et ça me permet de rebondir. Et après, je vais lâcher lâcher le crachoir, mais sur les proportions MCU, PU, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait, parce que c'est quand même l'évolution naturelle après la carrière de MCU de devenir PU, d'avoir la transformation. Qu'est-ce qui fait le frein? Parce que quand on regarde la différence entre les deux statuts, il y a quand même un gros truc qui fait le frein, c'est la mobilité obligatoire. Et, et euh, est-ce qu'on sait par exemple si les femmes qui deviennent PU, est-ce que c'est sur des modifications de type de concours ou est-ce que c'est bien sur des types 1? C'est-à-dire, est-ce que on Ouais. recule parce il y a des prérequis qui sont pas là Non, ou moi je crois pas du tout. Enfin, excuse-moi, Benoît, je te coupe. non mais je te voyais dodeliner de la tête donc je te laissais. Ah non, parce que, enfin, moi je peux témoigner, je suis un peu plus vieille que toi, mais non, c'est pas du tout la mobilité. Enfin, bon, en ce qui me concerne,
Et mon ressenti à la fac, je suis vice-doyenne recherche, donc moi je vois passer aussi je fais partie de la commission de la révision des effectifs, donc je vois passer tous les candidats HU. Et moi, j'ai pas l'impression que ce soit la mobilité qui soit un frein. Moi, j'ai l'impression que tout le monde est content, enfin beaucoup de gens sont contents de faire leur mobilité, mais le frein, il est avant. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une cooptation masculine qui favorise les carrières des hommes et que c'est plus dur quand on est une femme, enfin de ce que je vois autour de moi et dans les nominations. Je suis aussi dans le jury de l'année recherche et on voit ça aussi parfois dans des dossiers. Pour des hommes brillants, eh bien, il y a son patron qui va dire vas-y, il y a quelque chose de filial, avec une voie qui est toute ouverte, tracée, tu vas aller là, puis tu iras là, puis tu reviendras, puis tu prendras ma place. Quand on est une femme, on n'a pas ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu ça et je le vois, même, je te dis, dans la commission année recherche, donc qui sont des internes en fin d'internat, eh bien, on voit bien des lettres de jeunes hommes brillants qui est soutenu par son patron qui dit tu vas aller là, puis après je le reprendrai, qui font des lettres de soutien mirobolantes. Et parfois, on voit des jeunes filles tout à fait brillantes aussi, et on voit qu'elles n'ont pas ce soutien pour leur carrière de quelqu'un qui leur dit tu feras ça, puis après tu feras ça, et après tu reviendras, et après tu auras ton poste de PU. Euh, et à mon avis, il est là le frein dans l'espèce de cooptation automatique qu'on peut avoir quand on est un homme, me semble-t-il, et qu'on a moins quand on est une femme. Ah, alors, il y a pas mal de réactions. Peut-être, est-ce que peut-être Mathilde avait la main levée depuis un moment si tu veux parler. Et puis ensuite, il y a Elsa et Marc Ménadier qui parlent aussi. Elsa Mana et Marc Ménadier. Déjà, je voulais vous remercier énormément pour toutes les interventions qui sont hyper complémentaires et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on a pu constater, mais d'avoir une vision un peu sociologique aussi, ça nous aide nous-mêmes à déconstruire. Merci beaucoup à Mathilde Chanu quand même et Caroline qui sont moteurs de la création de ce groupe et de ce webinaire qui est vraiment hyper important. Je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport à la différence MCU-PU et qu'on n'a pas trop commenté. Je crois qu'il y a aussi beaucoup quelque chose qui a été observé dans la féminisation de la profession médicale, c'est que aussi la profession médicale est devenue un peu plus précaire en termes de statut et c'est quand même assez connu que le statut de MCU est un peu plus précaire que PU et on donne quand même plus facilement des postes plus précaires à des femmes qu'à des hommes. Je crois que malheureusement, ça fait aussi largement partie de l'explication. Et je voulais aussi dire merci à Elsa Mana aussi pour donner des ailes à la santé. Je ne savais pas que vous étiez avec l'association de l'ANEMF, donc les externes, et je trouve ça hyper important que ça soit dès le début de nos études parce qu'en fait, je trouve que là où on est le plus formaté à accepter ce genre de disparité, c'est dès le début de nos études, et donc je pense que c'est hyper important d'agir vraiment dès le début de nos études sur la déconstruction de ces comportements. Voilà. Super. Marc Ménadier, je crois que vous aviez aussi voulu réagir. Oui, tout à fait, mais si Elsa voulait intervenir avant moi, ça n'a pas d'importance, ça, je peux le faire après. Bon, en tout cas, je voulais rebondir sur la question de la disparité entre MCU et PU. Je pense que ce qu'on observe aujourd'hui, le fait qu'il y ait plus de femmes chez les MCU, c'est parce qu'elles sont en train de monter en puissance. Parce qu'aujourd'hui, on ne garde plus des MCU à vie. Ça n'existe plus. Enfin, celles qui restent et qui le seront encore, il y en a quelques-uns, mais il y a aussi des hommes, hein. Mais il y a quelques femmes qui sont dans cette situation. Mais aujourd'hui, tous les jeunes que l'on nomme, quand on les nomme MCU, c'est avec une option PU derrière. Pour nous, c'est devenu très clair, et pour le ministère aussi, c'est que le statut de MCU est un statut transitoire, c'est une voie de passage. Donc, dans l'avenir, alors ça se voit peut-être pas tout à fait aujourd'hui sur les chiffres, mais dans l'avenir, il ne devrait pas y avoir de MCU qui aille au-delà de 5 ou 6 ans de carrière. Et après, on passe PU, c'est la voie normale, hein. Et c'est d'ailleurs,
aujourd'hui, les postes dont on dispose dans la révision des effectifs, ce sont essentiellement des postes de PU et les postes de MCU, ils sont trustés par les petits jeunes qui passent de PHU à MCU et puis qui n'attendent qu'une chose, c'est de prendre des postes de PU. Hein. Donc, il n'y aura pas de cette différence le blocage en MCU disparaissant, il y aura pas, il y aura moins cette différence entre plus de femmes MCU que de femmes PU, je pense, dans l'avenir. Et puis, je suis un peu d'accord avec Caroline sur la question de la mobilité. Dans mon expérience, la mobilité, euh, on fait tout pour l'aménager, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes d'ailleurs, parce que quelquefois, ce sont les hommes qui ont des difficultés à partir à l'extérieur. Alors moi, je regrette toujours parce que je leur dis que c'est quelque chose de bien et de positif et je les pousse à ça. Mais si pour des raisons personnelles et en particulier familiales, ils ne peuvent pas le faire, on se débrouille en lien avec le CNU pour que, ils fassent une mobilité en deux ou trois morceaux ou pas trop loin ou dans des situations, voilà. Et on s'arrange pour l'organiser. Et en partie, alors il se trouve que la plupart du temps, c'est à cause des femmes, mais enfin, c'est une question qui est plus importante pour les femmes que pour les hommes, mais on le fait très régulièrement, hein. Et quelle que soit la spécialité, c'est pas que les maths. Vous voulez continuer, Elsa? Oui, alors moi je voulais juste rebondir alors premièrement sur ce que disait Caroline. Une des pistes qu'on a identifiées et qui porte ses preuves actuellement, c'est le mentorat. Et c'est justement cette relation mentorale qu'on essaie d'instaurer. Alors, beaucoup d'organismes et beaucoup de corps de métier l'ont déjà fait. Dans la santé, on est encore un petit peu en retard. Mais l'idée du mentorat, en fait, c'est de donner aux femmes, enfin, de nourrir la confiance en soi des femmes pour qu'elles aillent chercher ces postes, premièrement, et aussi d'échanger des codes sociaux que les hommes, en général, ont déjà établis depuis très longtemps. Les codes sociaux de comment on accède à un poste à responsabilité, de rôle modèle, de voilà, ces démarches-là, etc. Et l'idée de concevoir des programmes de mentorat, comme par exemple celui de donner des ailes par des femmes médecins, destinés aux femmes médecins, permet de briser un petit peu ce plafond de verre pour que les femmes aillent chercher les postes à responsabilité, dont la carrière universitaire. Et deuxième point pour rebondir par rapport à la nymphe, en fait, la première fois qu'on a intervenu avec eux, et on les a d'ailleurs invités à intervenir à notre colloque, parce qu'on voulait aussi que dans notre colloque, il y ait une interaction entre tout le monde, les étudiants inclus. On a fait un WooClap en leur demandant, quand vous pensez à femmes en santé, à quoi vous pensez, femme médecin, à quoi pensez-vous? Le mot qui ressortait dans le nuage de mots le plus fréquent, c'était sexisme. Et alors que ce sont des étudiants qui n'ont pas encore vraiment vécu l'hôpital. Donc oui, on a conscience que c'est quelque chose de systémique dans la santé. Et c'est quelque chose qui commence très très tôt. Et donc, un de nos chevaux de bataille, c'est la fac et les étudiants. Voilà. On avait quelques questions concernant le... Ah, Benoît, vous voulez parler? Je vous laisse la parole. Après, il y aura une question que j'ai reçue, mais Non, je vous non, mais laisse. allez-y, priorité, j'ai déjà parlé. Non, mais c'était sur le congé maternité et donc avec donc nombreuses, voire toutes, pensent leur carrière et donc se contraignent autour de ce congé. Donc, enfin, est-ce que voilà, le congé maternité, c'est vrai qu'on. Après, j'ai l'impression qu'on considère le congé maternité comme un obstacle à accéder à des postes à responsabilité, mais finalement, c'est quand même pas non plus très long. Et voilà, par rapport à une année de post, enfin, que ce soit de postdoc ou d'autres choses, d'activités annexes, c'est pas non plus énorme. Et donc, est-ce que vraiment il faut tout cristalliser autour du congé maternité? Est-ce que vraiment ça joue un rôle important? Voilà. Et puis c'est vrai qu'en discutant avec mes collègues, c'est vrai que femmes, il y a beaucoup de discussions par rapport à ce congé maternité, quand le prévoir, est-ce qu'il faut avoir un enfant pendant l'internat, est-ce qu'il faut avoir un enfant plus tard. Enfin bon, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose beaucoup, donc comment on peut essayer de rendre ça plus spontané. Et bah écoutez, je vous laisse choisir. Clémentine, je crois que c'est toi qui avais levé la main en premier, mais.
contre, ton micro est muté, hein. Pardon, déjà que j'ai plus peur. Je pense que le mentorat, c'est vraiment une question clé, et notamment pour cette fameuse question du congé maternité, parce que c'est vrai que ça représente à la fois une source d'angoisse et à la fois, je sais pas si c'est un frein. En tout cas, moi, j'ai vécu un clair changement, même si c'est pas les 3 mois, comme tu le dis. Et quand on voit la différence entre MCU et PU avec 5 ans, ou en tout cas l'âge de nomination des PU, où Caroline, tu disais, il y a 5 ans d'écart, et c'est peut-être relié aux maternités, mais on va dire, on a 2, peut-être 3 enfants. On a l'impression que les 3 mois du congé maternité, derrière, ils durent 3 ans, en fait, dans le retard pris par rapport à des collègues masculins. Et je pense que le mentorat est vraiment quelque chose de clé pour dire qu'il y a de toutes les façons, il faut surtout pas que ça rentre en compte dans, au-delà d'un choix personnel et de discussion après familiale, évidemment, quoi. Mais et effectivement, même si, moi, en tout cas, personnellement, le congé maternité en soi, dans une des 2 grossesses, n'avait pas posé de soucis, dans la deuxième, clairement, ça a été le cas. Et après, je pense que la maternité est un tournant dans la capacité d'avancer dans la carrière. Benoît, vouliez réagir aussi? Ouais, ouais, ouais. Alors, deux choses. C'est vrai que moi, j'ai quand même l'impression, la perception que j'ai, mais j'ai peut-être tort, c'est quand même la perception du congé maternité est maintenant beaucoup plus, je sais pas si je peux dire acceptée, parce que c'est pas, il n'y a pas accepté ou pas accepté, c'est juste comme ça. Mais j'ai l'impression qu'elle s'intègre beaucoup plus facilement dans le projet de service. Dire à partir du moment où on nomme les gens à être PH ou chef de clinique, je veux dire, ça fait partie de la vie que les gens à un moment ne sont pas là, qui prendront une dispo pour aller faire voir autre chose, etc. Et paradoxalement, je trouve beaucoup moins déstabilisant le congé maternité qui est très anticipé. C'est-à-dire, il est hyper borné, un modulo 15 jours, 3 semaines, sauf problème pendant les grossesses. Tout ça s'anticipe de façon, moi je trouve, assez sereine dans les services. Alors que le congé paternité qui déboule quasiment du jour au lendemain et qui démarre normalement, on n'est pas censé trop le scinder, etc. Il y a des règles. Je trouve que paradoxalement, il crée beaucoup plus de turbulences dans le paysage. Et je trouve qu'il est mis un poids très très important sur les pairs à ce moment très précis parce que bah, mais comment ça bah non en fait la semaine prochaine t'as ça à faire. Et je veux dire c'est pas c'est pas à sens unique. Alors bien sûr on est là pour en parler mais je trouve que le congé maternité c'est devenu vraiment quelque chose de ça me viendrait pas à l'idée sur les internes actuels etc. d'avoir des discussions là-dessus. On va dire chacun fait ce qu'il veut et j'ai l'impression que ça rentre quand même beaucoup plus facilement qu'auparavant. Je suis Géraldine, vous avez... d'accord, hein. Je suis Oui, d'accord, alors Benoît. C'est la perception du congé de paternité qui est plus problématique aujourd'hui. Mais c'est parce que personne n'est forcément habitué à cette idée de congé paternité qui est passé à 1 mois, je crois, maintenant. Euh, et en manque d'habitude, de trucs, c'est pas prévu. Alors que les congés maternité, ça fait partie de l'élément qu'on intègre immédiatement quand on prend un jeune chef de clinique ou une jeune PH. Hein, on comprend bien que c'est l'âge où on fait les enfants et donc que c'est normal et heureusement. Géraldine, ah oui. oui, alors effectivement, on a quand même dans les données du baromètre une femme sur deux qui dit avoir reporté un projet de grossesse du fait de ses obligations professionnelles. Alors, non pas qu'elle ait été forcée, mais parce qu'effectivement, il y a une culpabilité qui pèse sur les femmes de dire je vais laisser mon équipe et je pars en congé maternité dans une ambiance où l'hôpital a peu d'effectifs. Et donc, on sent bien effectivement que c'est quelque chose qui pèse aux femmes. Alors déjà, la bonne réponse, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour tomber enceinte, en fait, hein, ni pendant le clinica, ni quand on est jeune PH, ni pendant une année recherche. En fait, c'est jamais le bon moment. Donc, il faut le prendre, ce moment. Il faut le prendre. Le bon moment, c'est quand on a envie de le faire. Et surtout, il faut bien intégrer que le congé maternité, c'est effectivement 3 mois, mais ce qui va peser énormément sur les femmes, c'est après. C'est la charge qu'on va leur imposer sur le Mm. fait d'avoir des enfants et sur le fait que
Mais dis donc, t'as pas tes enfants à récupérer à 18 heures? Attends, mais là, je vais le faire. Et donc, ce côté un petit peu, la charge des enfants qui va peser sur la vie entière des femmes, et qui aujourd'hui doit être plus partagée. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut intégrer le fait que les hommes prennent de plus en plus leur part sur le fait d'aller récupérer les enfants à l'école, de voir les enfants le soir. Et ça, c'est des choses qui sont encore, même si les jeunes générations vont nous l'imposer, c'est pas encore instinctif de se dire que bah, un papa à 18h30, il a peut-être aussi envie de partir et d'aller récupérer ses enfants. C'est quelque chose qu'on attribue encore spontanément beaucoup aux femmes. Moi, je voulais juste prendre la parole une seconde pour dire que bah, je dois vous laisser, euh, mais que j'ai été bah, ravie de ce séminaire et de ce webinaire et on propose de faire un peu de tutorat justement entre hématologues dans le futur pour toutes celles qui Exactement. le veulent. Oui. Et ceux qui le Exactement, veulent merci. aussi, et ceux qui le veulent aussi, si jamais il y en a qui le souhaitent. Mais en tout cas, voilà, on a fixé un créneau et ça sera avec grand plaisir. Ouais, exactement. Merci beaucoup, Caroline. Bah, justement, pour discuter, enfin, pour rebondir sur ces idées de mentorat, du fait que ça puisse aider, ça, des discussions entre personnes qui sont intéressées par ce sujet, on a créé un groupe via l'AIH qui s'appelle donc Et ma sœur et qui aura un premier rendez-vous le 24 septembre. Donc, si vous êtes intéressé pour participer, vous pouvez envoyer un email à l'email que vous voyez juste ici, contact@aih, aiemato.com. Et donc, ce sera une première réunion avec justement Clémentine Sarkozy et Caroline Besson pour voilà, discuter de ces sujets pour les personnes qui n'étaient pas forcément disponibles aussi ce soir. Merci et bonne soirée à toutes et tous. Bonsoir, Caroline. Au revoir. Au revoir. Très bien, bah écoutez, je pense que pour respecter un peu notre timing, à part si vous aviez d'autres choses particulières que vous vouliez partager, je pense que ça a été une discussion assez riche avec plein de choses. Donc, bah, merci beaucoup de votre disponibilité à tous. Et puis, oui, je voulais simplement dire avec l'AIH, on a un autre webinaire le 22 avril là, sur pour un sujet complètement différent, l'évaluation par TEP dans le lymphome, présenté par, alors je vais retrouver une nucléariste. Et alors, je ne sais plus, une nucléariste donc le 22 avril. Et donc, on espère vous retrouver nombreux. Et puis, bah, merci beaucoup pour vos interventions. Et puis, donc, on va essayer de faire un podcast aussi sur ce sujet qui sera disponible sur nos plateformes de l'AIH. Merci Ah, Mathilde. bravo. Merci Merci beaucoup beaucoup et pour bravo. l'organisation. Merci, bonne soirée à tous. Bonne Merci, au soirée. revoir. Merci.